L'Hebdo Politique. Bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo Politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation, épisode 183. Notre deuxième invité de 2021 est François Durovray. L'Hebdo Politique. François Durovray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis 6 ans désormais le président LR du conseil départemental de l'Essonne, aussi premier adjoint au maire de Montgeron dans l'Essonne également. Comme tous les décideurs politiques du moment, vous passez vos journées, je suppose, à gérer la crise de la Covid-19 localement. Au moment où nous enregistrons cette émission, mercredi 13 janvier, nous ne connaissons pas encore les annonces et les décisions prises par le gouvernement pour tenter de réguler ces chiffres concernant la pandémie. Nous allons donc supposer, pour débuter cet entretien, avec une piste notamment qui tendrait à généraliser le couvre-feu des 18h partout sur le territoire, donc sur l'Essonne également, partout en Île-de-France aussi, et non plus dans une vingtaine de départements comme actuellement. Est-ce que c'est une bonne mesure, d'après vous, d'avancer ce couvre-feu à 18h au lieu de 20h ? La question, c'est de savoir si c'est nécessaire ou pas. Ce qu'on observe depuis le début de cette crise, c'est que l'Essonne est globalement moins touchée que d'autres départements franciliens plus denses, mais que nous avons depuis le début de cette année une augmentation du taux d'incidence, c'est-à-dire du nombre de personnes testées positivement à la Covid. Et pour vous donner un chiffre qui est celui du 13 janvier, nous sommes passés là en quelques jours de 120 à 180 personnes positives pour 100 000 habitants. Et on sait que le seuil qui est fixé par l'État, c'est 200 cas positifs. Donc si on souhaite concrètement stopper la propagation de l'épidémie, il faudra sans doute revenir à des mesures restrictives qui sont forcément difficiles parce que on a tous envie de retrouver notre part de liberté. Le tunnel de la Covid est un peu long, mais c'est nécessaire tant que la vaccination n'a pas encore fait son effet. Ce qui veut dire que pour vous, ce qui prime, c'est la santé avant tout, avant l'économie, puisque c'est ça aussi qui est en jeu derrière toutes ces décisions, c'est le prisme économique aussi. Mais il faut la santé et l'économie. Et on se rend bien compte aujourd'hui que si la crise dure, les conséquences économiques, sociales et sans doute sanitaires seront également lourdes. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'élu, ma responsabilité, c'est aussi d'inciter le maximum de nos concitoyens à se faire vacciner. Parce qu'on sait très bien que seul le vaccin et l'immunité collective nous permettra de sortir de ces périodes de confinement qui sont très préjudiciables à l'activité économique et surtout à notre vie sociale. Les personnes que je rencontre aujourd'hui me font part d'une forme de déprime. C'est pas facile de vivre dans ces conditions. Et donc on a tous envie de ressortir, de prendre une vie normale, et pour ça, il faut passer par la case vaccin. Un couvre-feu à 18h, est-ce que c'est pas un peu un confinement qui ne dit pas son nom, puisque les gens travaillent généralement la journée, que ce soit chez eux ou sur place, ils ont encore la chance de pouvoir se déplacer, et puis ensuite ils ne peuvent plus rien faire. Est-ce que ça ne revient pas à confiner les gens, mais sans le dire finalement ? C'est vrai que lorsque nos activités sont limitées à ce point, on a le sentiment de manger, de travailler, de dormir, d'être cantonné à ce qu'on appelle des besoins primaires. C'est pas drôle, encore une fois. C'est important qu'on puisse continuer à travailler. On a plutôt la chance en Essonne d'avoir des professionnels qui sont sur des activités de service qui sont télétravaillables, comme on le dit. Et ça, c'est plutôt des bons côtés de la crise. On voit qu'il y a beaucoup d'Essonniens qui aujourd'hui ont sauté le pas, qui peuvent travailler 1, 2, 3 jours à leur domicile, voire davantage, et que lorsqu'on a la chance de pouvoir vivre et travailler chez soi ou à proximité de chez soi, et notamment dans un cadre agréable comme celui de l'Essonne, ça change la vie quand on n'a plus les temps de transport. Et donc on a un rapport différent à la fois au travail, à la vie personnelle. On s'occupe peut-être davantage de ses enfants, on va davantage chez le commerçant de proximité, et ça fait partie pour le coup des bons côtés de la crise. Des bons côtés qui vont peut-être s'arrêter. Certains disent déjà que le couvre-feu à 18h, c'est une première étape avant un reconfinement, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Est-ce que vous pensez que moralement, on peut réimposer un confinement aux Français, aux Essonniens que vous rencontrez ? Qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus, sachant que l'Allemagne l'a fait, l'Italie selon les régions le fait, la Bulgarie, le Royaume-Uni aussi depuis début janvier. Est-ce que la France peut y échapper ? Et sinon, est-ce que ça va tenir ? Est-ce que les Français vont le respecter d'après vous ?
Alors, je ne pense pas d'abord qu'on puisse retrouver un confinement comme celui que nous avons connu au printemps 2020. Nous avons besoin de travailler pour notre économie et quand bien même il y aura confinement, la capacité pour nos concitoyens à travailler sera maintenue et voire élargie. Après, le seul moyen, encore une fois, d'éviter des mesures privatives de liberté, c'est d'arriver à l'immunité collective. Donc je ne suis pas capable aujourd'hui, je ne suis pas scientifique, de vous dire si un nouveau confinement sera nécessaire, compte tenu notamment de l'arrivée du variant anglais, dont on a vu qu'il était beaucoup plus contagieux que d'autres. Et donc s'il arrive, il faudra évidemment avoir des mesures plus coercitives, mais il faut absolument qu'on avance sur le vaccin. Et que dit le moral des Essonniens que vous rencontrez? Est-ce qu'il tient? Alors, au mois de janvier, vous savez que c'est une période traditionnelle pour les élus pour aller à la rencontre des citoyens au travers de cérémonies. C'est pas le cas cette année, donc je me déplace et je vais peut-être plus que les autres années à leur rencontre, à la fois chez les commerçants, mais aussi les agents du service public dont j'ai la responsabilité au département, dans mon agglomération, dans ma ville. Et globalement, évidemment, tout le monde souhaite qu'on retrouve une vie normale. Le premier vœu, c'est celui de la santé. Mais lorsqu'on discute et qu'on creuse un petit peu dans le dialogue avec nos concitoyens, on se rend compte qu'ils mesurent à quel point on a changé. Et qu'on a changé très rapidement en 2020, au travers de cette crise. On a changé nos habitudes et qu'il y a évidemment beaucoup de points négatifs, mais il y a quelques points positifs. Et il faudra, c'est le cas de toutes les crises, je crois, il faudra qu'on sache tirer le parti de ces points positifs et qu'on mette le plus rapidement possible de côté les points négatifs. Parmi les points positifs, vous pensez à quoi, vous, d'un point de vue départemental? Qu'est-ce qui est positif? Alors très clairement, le télétravail. Nous sommes un département qui a un taux d'emploi, c'est-à-dire un nombre d'emplois très faible par rapport aux autres territoires d'Île-de-France. Ce qui veut dire que beaucoup de nos concitoyens sont contraints par les transports. 1 heure, 1 heure et demie aller, autant retour, ce qui vient évidemment contrarier la vie quotidienne. Et lorsqu'on peut supprimer tout ou partie de ce temps de déplacement, ça change complètement la vie de nos concitoyens. Je l'évoquais tout à l'heure, beaucoup moins de fatigue et de stress liés à l'usage des transports publics ou des autoroutes qui sont encombrées. Ça veut dire la possibilité d'aller chercher ou de déposer ses enfants à l'école, d'aller acheter un croissant, de faire ses courses à proximité. Et on se rend compte que quelque part on vit bien en Essonne et qu'on réoriente nos dépenses. L'argent qu'on met pour remplir le réservoir de la voiture, il vaut mieux le mettre à l'acquisition de produits locaux, de qualité. Ça fait partie des très bonnes choses qu'il peut y avoir de cette crise et je pense que l'Essonne s'en sortira mieux que d'autres territoires compte tenu de sa situation. On va parler des vaccins, un sujet majeur et important. On le comprend dans vos propos. Vous disiez que l'Essonne s'en sort mieux. Est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, sur des éventuelles déjà fermetures d'entreprises, sur le chômage qui pourrait augmenter? Est-ce que c'est un sujet de préoccupation dans le département de l'Essonne? Parce que les effets de la crise économique se font pas encore totalement ressentir. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sous perfusion des aides de l'État et que c'est plutôt dans 6 mois, 9 mois ou 1 an qu'on verra vraiment les effets de cette crise. Vous avez raison. Il y a beaucoup d'amortisseurs aujourd'hui et la question sera de voir quelle manière les entreprises s'en sortent le jour où les amortisseurs publics se retireront. Je vous ai dit que l'Essonne pouvait mieux s'en sortir que d'autres territoires. Je pensais aux habitants. Moi, j'ai une vraie inquiétude sur le potentiel économique du territoire qui est lié à la présence de quelques acteurs qui vont être impactés. On le sait déjà s'agissant de Nokia. Alors, c'est pas uniquement lié à la crise. On sait que cette entreprise a fait des erreurs stratégiques les années passées. Mais forcément, ça l'aide pas. Ça ne l'aide pas et vous avez vu les mesures qui ont été annoncées. Après, moi, j'ai une très forte inquiétude compte tenu du poids de l'aéronautique sur notre territoire avec la présence de grandes entreprises comme Safran à Corbeil-Essonnes et puis surtout la plateforme aéroportuaire d'Orly qui emploie entre 120 000 et 200 000 personnes selon le périmètre que l'on prend, avec plus de la moitié d'actifs essonniens. Et évidemment, je travaille dessus avec les services de l'État pour que les personnes qui vont être impactées par la baisse de l'activité de cet aéroport puissent trouver un emploi sur d'autres secteurs qui embauchent. Je pense notamment à la logistique, je pense à toute l'aide aux personnes, les services à domicile qui se développent. Et là, il faut qu'on fasse preuve d'agilité
pour que les Essonniens qui vont se trouver privés d'emploi puissent en retrouver un le plus rapidement possible. Et d'un point de vue départemental, vous aviez mis en place une aide de 800 € pour les TPE, PME, commerçants lors du premier confinement. Cette aide se poursuit, vous la renouvelez, 800 €? Bien sûr, et nous allons au début du mois de février renouveler toutes les aides prises par le département en faveur des jeunes, en faveur des entreprises, en faveur des acteurs sociaux, et ce pour toute la durée de la crise et donc vraisemblablement pour toute l'année 2021. Combien ça coûte aux finances du département précisément? Est-ce que c'est un choc qui est absorbable pour vos finances, qui, on le sait, étaient fragiles il y a quelques années, qui doivent l'être encore un peu? Alors c'est un choc qui est absorbable parce que nous avons été écureuils pendant des années, on a mis quelques noisettes de côté et aujourd'hui on peut se permettre, et c'est le bon moment d'être aux côtés des Essonniens, des entreprises qui souffrent, on peut se permettre d'être un peu cigale. C'est vrai que cette crise elle a un impact très important pour le conseil départemental puisque nous avons à la fois plus de dépenses, notamment de dépenses sociales, puisque nous avons la responsabilité du RSA, nous avons la responsabilité des personnes âgées, et moins de recettes, parce que nous avons notamment les recettes, ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est-à-dire lorsque les gens déménagent, le département perçoit une recette, et évidemment il y a eu moins de transactions immobilières en 2020 que les autres années. Donc d'un côté 30 millions de recettes en moins, de l'autre côté 70 millions de dépenses en plus. On y fait face 100 millions d'euros pour l'instant, le coût de la crise. Sur 2020, en serrant les boulons un peu partout, en ayant recours à la dette. Et donc ça, c'est faisable, mais ce n'est faisable qu'un temps. Et il faudra que nous ayons de nouvelles discussions avec l'État, le gouvernement, pour trouver de nouvelles modalités nous permettant de sortir de cette crise nous aussi. Mais pas de réduction des services en perspective pour faire face à la crise? Non, pas de réduction. Ce qui pourrait être une solution pour Non, vous. pas de réduction, mais sans doute une accélération aussi de nouvelles modalités. Je vous citais tout à l'heure l'alimentation. On a la responsabilité des cantines dans les collèges. Il y a une vraie révolution à conduire, par exemple pour s'approvisionner auprès des agriculteurs essonniens. Et moi, je suis convaincu qu'on peut trouver une formule où ça ne coûte pas plus cher aux contribuables, au département ou à l'usager. Tout simplement parce qu'on va réinventer de nouveaux modèles. Et donc il faut absolument, et c'est l'intérêt peut-être de cette crise, de se réinterroger sur notre façon de fonctionner, de jamais se dire que les choses sont immuables, mais qu'il faut inventer de nouvelles façons de gérer le service public. Abordons à présent la problématique très compliquée de la vaccination. François Durovray, vous avez comme beaucoup de vos collègues départementaux, mais aussi collègues de présidents de région, critiqué la lenteur et la mise en route de la campagne de vaccination en France. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rappelé les objectifs cette semaine. 1 million de Français vaccinés fin janvier, 500 à 700 centres dédiés sur l'ensemble du territoire, 5 à 7 centres par département. Est-ce que vous êtes rassuré à ce propos par rapport à la lenteur du début? On voit que la machine semble se mettre en route. Vous êtes moins critique aujourd'hui? Peut-être que vos critiques ont servi aussi à accélérer les choses? Je le crois. Et malheureusement, dans notre pays, les échecs précédents n'ont pas servi. Échecs sur les masques, échecs sur les tests. Et nous avons comme élus essonniens, mais je crois que c'est le constat pour tous les élus dans ce pays, constater que l'État, le gouvernement, à nouveau, s'agissant des vaccins, estimait qu'il était plus fort que tout le monde et qu'il était capable de faire tout seul. Ce n'est pas possible. Il faut évidemment que l'État définisse la stratégie, mais la mise en œuvre de cette stratégie, elle n'est efficace qu'à partir du moment où il y a un dialogue territorial. Et on a bien vu que la vaccination ne devait débuter que le 18 janvier par les EHPAD, au compte-gouttes. On voit aujourd'hui qu'il y a une forme d'accélération, c'est que cette accélération, elle est tout simplement liée au fait que nous nous sommes mis autour d'une table depuis une semaine et que nous avons réalisé en une semaine ce qui aurait pu être préparé en 3 mois. Et c'est là où je suis un peu en colère quand même, parce que je me dis que les choses auraient pu être préparées et organisées. Et nous sommes dans un pays où, évidemment, l'État veut tout contrôler, fait des normes dans tous les sens, et au final, abandonne tout en race campagne parce qu'il se rend bien compte que ce n'est pas opérable sur le terrain. Après, il est vrai aussi que quand l'État décentralise beaucoup, les maires ou les élus locaux disent on nous abandonne, on nous lâche face à la crise. Il y a aussi ce discours qui a été entendu au moment du déconfinement, du premier déconfinement au mois de mai, notamment à la reprise de l'école. Il y avait ce sentiment-là parfois d'être abandonné par l'État. Mais encore une fois, moi je suis un amoureux de l'État et du service public. Et l'État a une place particulière dans notre pays. Il ne s'agit pas que l'État n'assume plus ses missions régaliennes. Et la santé est évidemment une mission extrêmement importante.
En revanche, la mise en œuvre, c'est avec les élus du territoire. Quand je découvre au printemps dernier qu'il y a des masques qui sont stockés à l'hôpital de Corbeil, mais que ces masques n'arrivent pas jusqu'aux EHPAD, tout simplement parce que l'hôpital n'a pas les logisticiens permettant de faire le trajet. C'est quand même aberrant. J'ai mis en place des équipes qui ont pris les masques et qui les ont distribués dans les EHPAD. De la même façon, là, on met en place des équipes pour diffuser les vaccins dans les différents... Là, c'est vous qui... j'allais demander votre rôle concrètement sur la vaccination. Avec le préfet, nous annonçons l'ouverture de 12 centres de vaccination dès lundi prochain, de 25 centres à partir du 25 janvier et la création par le département de centres mobiles de vaccination, notamment pour les territoires les plus au sud du département. Donc les départements sont dans la logistique, on va dire, dans le quotidien. Non, plus que dans la logistique, c'est-à-dire que nous allons assurer évidemment le transport des vaccins de façon sécurisée depuis l'hôpital de Corbeil vers les centres de vaccination, mais nous allons mettre en place également des moyens humains avec des médecins, des infirmiers du département, des PMI pour accélérer la vaccination. Et puis nous allons également, avec les maires, travailler sur l'accueil du public dans les salles, sur la communication pour que les choses se déroulent correctement. Il y aura des couacs. Parce que, encore une fois, nous avons préparé en une semaine ce qui aurait pu être préparé bien avant. Parce qu'au moment où je vous parle, je ne sais pas si l'État fournira suffisamment de vaccins par rapport à la demande. Est-ce que vous avez songé, François Durovray, à demander à acheter des vaccins comme certains présidents de région ont voulu le faire? Non, parce que c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Aujourd'hui, moi, ma responsabilité de président de département, c'est au titre des PMI d'assurer des préventions de santé, mais la diffusion de ces vaccins, et d'ailleurs l'achat qui a été réalisé à l'échelle européenne, c'est vraiment de la responsabilité de l'État. L'État doit protéger ses concitoyens. Et je n'ai nullement l'intention de me substituer à l'État. Je n'ai pas envie de remplacer l'État. C'est la concurrence entre éventuellement des régions, des départements plus riches. Oui. Bien sûr. Moi, concrètement, je demande à ce que les élus soient respectés pour ce qu'ils sont et que nous soyons bénévolents et que nous puissions aider l'État à mieux assurer sa mission. J'ai envie que ça marche et tout le monde a envie que ça marche. Mais aujourd'hui, ça ne peut marcher qu'à partir du moment où il y a l'intelligence collective et j'ai la prétention en tant qu'élu départemental de mieux connaître mon territoire, de mieux connaître les habitants de mon département qu'un haut fonctionnaire qui est à Paris ou même à Évry et qui ne connaît pas l'Essonne charnellement comme je peux connaître ce territoire. Alors on le comprend bien à vos propos, François Durovray, mais si vous pouvez vous faire vacciner demain, vous le ferez immédiatement? Oui. Sans crainte? D'abord parce qu'à titre personnel, et l'histoire nous montre, notamment dans le pays de Pasteur, que les vaccins, c'est un immense progrès pour l'humanité et ça a été un des plus grands progrès du XXe siècle. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous aurions davantage de crainte, même si évidemment il y a quelques effets secondaires. Il y a des Essonniens qui, j'imagine... Mais aujourd'hui le risque de ne pas avoir de vaccin est évidemment beaucoup plus fort que celui de se faire vacciner. Et puis il y a sans doute la valeur de l'exemple. Donc je n'ai pas l'intention de passer devant tout le monde, mais lorsque viendra mon tour, j'ai l'intention de me faire vacciner. Et puis de faire de la communication peut-être dessus, de se faire filmer. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui le font, ça permet de rassurer aussi la population. Mais si c'est nécessaire, je le ferai. Est-ce que vous êtes favorable, ça va être l'un des débats aussi qui va animer ces prochaines semaines, à l'instauration d'un passeport vaccinal? Alors on en parle à l'échelle européenne pour permettre aux gens qui ont été vaccinés de voyager plus facilement. Et puis peut-être aussi plus à l'échelon local, national, pour relancer l'activité. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on soumette certains accès au vaccin des personnes, ou alors selon vous il n'est pas question de tomber là-dedans, puisqu'il y a aussi des problèmes éthiques et juridiques qui pourraient se poser? Et des questions de liberté. C'est la raison pour laquelle je suis opposé au passeport vaccinal, parce qu'encore une fois, c'est attentoire aux libertés. En revanche, j'estime qu'il est vraiment de la responsabilité de chaque citoyen, et notamment des populations les plus fragiles, de se faire vacciner. Vous voyez, de rendre obligatoire le vaccin pour les populations les plus fragiles, à mon sens, c'est une question qui méritait d'être posée. Je n'ai pas de réponse définitive, mais ça ne m'aurait pas choqué, en tout cas, qu'on mette dans le débat, se dire le vaccin est facultatif pour la population de jusqu'à 70 ans, 75 ans, enfin, voilà, qu'il est obligatoire au-delà, qu'il est obligatoire pour les personnes qui ont des facteurs de comorbidité, et ça, c'était une vraie question, parce que le pays... Vous auriez lancé des grosses polémiques et des gros débats. Mais attendez, le pays, au cours de l'année 2020, a arrêté son économie et sa vie sociale pour protéger ces personnes âgées. Et c'est bien.
C'est bien et c'est l'honneur de notre civilisation d'avoir fait ça. Mais il faut aussi se rendre compte que les personnes qui aujourd'hui sont les plus touchées par la Covid ont une responsabilité vis-à-vis du reste du pays pour que ça fonctionne et puis d'ailleurs pour qu'on continue à payer les retraites, les services publics. Donc il y a évidemment une question de responsabilité et de volonté individuelle, mais il y a une question aussi de responsabilité collective. Et plutôt que d'avoir le passeport vaccinal pour tout le monde, je pose que la question de l'obligation de vaccination pour certains méritait d'être posée. Et pour relancer le tourisme en Ile-de-France, qui, on le sait, ne va pas se relever de sitôt, et pour Et la qu'il y ait vie des Européens culturelle. qui puissent revenir, est-ce que ce serait pas bon d'avoir ce passeport vaccinal pour les touristes allemands, anglais qui souhaiteraient venir demain à Paris ou cet été? En Essonne aussi. Encore une fois, je suis opposé à l'idée de passeport vaccinal. Après, vous allez... On le fait parfois quand on va en Afrique, on est obligé de Voilà, justifier exactement. Vous certains- allez sur la question de dépassement des frontières avec des pays étrangers. Là, la question mérite d'être posée dans les mêmes conditions que celles que Mais vous avez posées. pas au niveau de l'Union européenne, selon vous? Pas au niveau de la France, sans doute pas au niveau de l'Union européenne, peut-être au-delà. Quand on va dans un pays étranger, vous l'avez dit vous-même, il y a parfois des vaccins qui sont obligatoires et on s'y plie. Donc ça ne me choque pas. À l'intérieur des frontières nationales, ça me choque. Et je pense que la question de réciprocité se pose également avec d'autres pays européens. François Durovry, il nous reste 5 minutes, deux sujets à aborder encore. Vous allez remettre un rapport sur l'avenir des mobilités en Ile-de-France. Une des propositions phares, c'est une voie dédiée aux bus et au covoiturage sur les autoroutes franciliennes. Est-ce qu'il y a un autre sujet majeur que vous allez proposer ? Alors d'abord, dire pourquoi on propose ça, c'est parce qu'on fait le constat que les besoins de mobilité les plus importants sont en grande couronne, que les mobilités aujourd'hui s'effectuent principalement en voiture parce qu'il n'y a pas d'autre choix, et qu'on ne va pas imposer aux habitants d'abandonner leur voiture s'il n'y a pas d'autre solution. C'est la raison pour laquelle je m'oppose aux mesures restrictives et égoïstes Quant à la prises circulation, par la maire de Paris et les élus autour de Paris qui empêchent aux habitants de grande couronne de continuer à vivre normalement et à se déplacer en voiture. Après, moi, je partage les enjeux écologiques et donc je veux qu'on développe les transports collectifs. Et concrètement, dans un département comme l'Essonne, on ne va pas créer des lignes de métro comme c'est le cas à Paris. En revanche, nous avons la chance d'avoir un réseau routier qui est important avec les autoroutes, la francilienne, et un réseau routier qui a des marges de capacité, c'est-à-dire qu'il peut accueillir beaucoup plus de monde. Pas des voitures en plus, mais si on supprime des voitures et qu'on met des bus, ça peut fonctionner. Et donc, toute l'étude qui est réalisée par les services du département, c'est de proposer à l'État, parce que c'est l'État qui est responsable, de dire mettons des voies bus pour transporter plus de monde tout en désengorgeant ces axes. vous avez déjà un retour sur cette proposition, Alors, des sons de cloche Le ministre des Transports a manifesté son intérêt. Il m'a rappelé encore récemment en disant qu'il voulait expérimenter ça dans le cadre des futurs contrats qui vont être signés avec les collectivités. Un certain nombre de techniciens font part de leur intérêt sur ce sujet. Et donc moi, je vais essayer d'avancer les pions. C'est pas pour demain, mais je pense que c'est beaucoup moins coûteux et beaucoup plus rapide à mettre en œuvre que les histoires de métro. Ce rapport, vous allez le remettre à l'État ? On va le remettre évidemment à Quand l'État ça qui est le premier responsable à la fin du mois, au début du mois prochain, parce qu'on est en train de faire signer. La particularité, c'est que il est proposé par des élus de plusieurs tendances politiques et de plusieurs territoires, mais qui tout simplement font le même constat que moi et qui ont envie que les choses avancent. Donc moi, à partir du moment où il y a des gens de bonne volonté, j'ai envie de les mettre autour de la même table et d'essayer de faire des propositions concrètes pour améliorer la vie quotidienne de mes concitoyens. Il y a cette affaire de voies, il y a le télétravail, vous aviez Oui, évoqué. j'allais l'évoquer, Oui. c'est une bonne solution aussi pour Bien sûr. décongestionner les routes franciliennes, les transports, c'est maintenir le télétravail. Une fois que la crise sera passée, il faudra faire en sorte de faciliter le télétravail. Le meilleur déplacement, c'est celui qu'on n'a pas à effectuer, effectivement. Et notamment, moi je suis, et ça fait partie des pistes du rapport, on évoque toutes les améliorations à apporter sur les infrastructures, mais on évoque aussi des changements de comportement. Est-ce qu'il ne faut pas tarifer différemment selon les heures? On sait que c'est l'heure de pointe qui coûte le plus cher aujourd'hui, et en stress et en pollution et Ouais. à tout point de vue. Est-ce que ça fait pas partie des pistes qu'on doit aborder? Mais le télétravail est sans doute une solution. Dernier sujet, François Durovray, les élections départementales et régionales de juin 2021. Vous serez, je suppose, candidat à votre réélection. Alors d'abord, il faut la première des questions. Vous savez que Est-ce l'élection que les élections départementale. seront maintenues ou pas? Alors d'abord, est-ce Déjà, que les élections seront maintenues? Je ne sais on en pas. saura plus en avril. Il y a une- En avril, exactement. Moi, je souhaite évidemment qu'il y ait un temps démocratique.
J'ai été élu pour 6 ans sur un projet. Ce projet, il a été mis en œuvre. Et il est normal que je rende des comptes avec la majorité sur ce qui a été réalisé, ce qui a été moins réalisé. Et donc ça, c'est normal qu'en démocratie, on retourne devant les électeurs. Et je le ferai devant les électeurs de mon canton, de Vigneux, parce que vous savez que les élections départementales, c'est pas une élection Bien pour sûr. tout le département de l'Essonne, C'est par et c'est canton. 21 élections sur 21 cantons. Donc je me Vous serez présenterai candidat. devant mes électeurs, et puis ensuite on verra quelle majorité se dégagera à l'échelle du département. Merci François Durovray d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé Merci à à vous. cet hebdo politique sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le président LR du conseil départemental de l'Essonne notamment. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain sur Sensation. L'hebdo politique.